Bonjour, bienvenue pour cette 35e édition sur l'espace pour demain, le grand rendez-vous du space pour construire ensemble l'avenir. La question du climat est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos sociétés et des orientations politiques. C'est donc tout naturellement que les organisateurs du space et leurs partenaires des chambres d'agriculture ont décidé d'aborder ce sujet sur l'espace pour demain. La question est aujourd'hui clairement posée: comment l'élevage peut réduire son impact sur le climat? Pour apporter des réponses techniques, des solutions pragmatiques, 3 tables rondes chaque jour, ici sur l'espace pour demain. Nous avons parlé hier des filières porcines et avicoles, comment maintenir les performances en intégrant le bas carbone et la sobriété énergétique. Demain à 10h30 également, nous aurons un autre thème, l'élevage, un coupable idéal. Nous serons sur un registre, on va dire, plus sociétal. Et puis ce mercredi, notre deuxième table ronde a pour thème herbivores, source de solutions. Par la valorisation des prairies, les haies qui les bordent et leur capacité à stocker du carbone, les herbivores permettent de les entretenir et d'éviter que ces parcelles soient mises en culture. Problème, les herbivores sont émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, quelle réponse les professionnels face à ce défi? Nous allons accueillir avec plaisir Jean-Louis Perrault, directeur de recherche INRAE. Installez-vous, Jean-Louis Perrault. Vous êtes ingénieur agronome et docteur ingénieur de l'ENSA de Rennes. En tant que directeur de recherche, vous avez développé des travaux sur l'alimentation des vaches laitières, la production de lait à l'herbe, puis sur les relations entre l'élevage laitier et l'environnement. Vous êtes reconnu au niveau international pour vos travaux sur le pâturage. Vous êtes chargé de mission auprès du directeur scientifique agriculture de l'INRA à Paris en charge des recherches en production animale. Et vous présidez toujours, je crois, l'Animal Task Force plus précisément, plateforme qui réunit une vingtaine de pays. Et vous préparez une étude prospective pour la Commission européenne sur la place de l'élevage dans l'agriculture de demain. À nos côtés également, Benoît Rouillet. Benoît Rouillet, vous êtes responsable de projets autour de l'alimentation animale des vaches laitières au sein de l'IDEL. Vous travaillez sur les leviers alimentaires de réduction du CH4, le méthane, c'est bien ça, j'ai pas de bêtises, chez la vache laitière, projet Méta-Algues notamment. Très présent également, vous êtes très présent sur Twitter. On vous voit beaucoup même, vous intervenez régulièrement en tout cas pour dénoncer certaines fake news, des contre-vérités sur l'élevage. Sébastien Valteau, merci d'être parmi nous Sébastien. Vous êtes président d'Interbeuf Pays de la Loire. Interbeuf Pays de la Loire représente environ 50 000 emplois en production, mise en marché, transformation, distribution. Mais vous êtes ici surtout en tant qu'éleveur, installé en élevage de Partenaise, une centaine on va dire, de naissances par an depuis 2010. Merci d'être parmi nous. Vous pourrez bien sûr exposer de manière plus détaillée votre exploitation parce qu'il n'y a pas que des Partenaises. Vous êtes également engagé, c'est important de le préciser, sur différents points. Vous relayez la campagne Label Rouge, aimez la viande, mangez mieux, pour une production plus qualitative, plus responsable, plus durable. Vous êtes engagé sur la démarche RSE certifiée AFNOR pour préserver l'environnement et les territoires. Axel Bigot, merci d'être parmi nous. Vous êtes directeur RSE du groupe Lactalis. Alors, je ne vais pas prendre tout votre CV parce que je pense qu'on sera encore là à la fin de cette émission. Début de carrière en 2009 au ministère des Affaires étrangères. Conseiller politique junior en 2012-2013 en affaires publiques du groupe InVivo. Et aujourd'hui, vous êtes directeur RSE groupe Lactalis, sachant que vous avez grimpé les marches de Lactalis au niveau institutionnel, au niveau des affaires publiques de corporate, des affaires publiques corporate et Europe. Et puis maintenant, vous êtes directeur RSE du groupe Lactalis, après avoir été également directeur des affaires publiques et durabilité de Lactalis. C'est bien cela? On est OK. Loïc Guine, merci d'être parmi nous. Loïc, c'est important aussi que vous soyez présent parce qu'on est sur un espace également emmené par les chambres d'agriculture et vous êtes le vice-président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Vous êtes également référent bio pour les chambres d'agriculture depuis février 2020. Vous êtes aussi surtout éleveur laitier, sans vaches laitières, c'est ça, installé en bio depuis 2017. Voilà pour les pédigrés, les CV de nos intervenants. C'est important de savoir à qui on a affaire, à qui on parle et de bien préciser pour quelles raisons on les a fait venir sur cette thématique. Alors merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Une première question en introduction
qui sera très courte. Je vous demande tout simplement d'apporter une réponse courte. Diriez-vous que cette période que nous vivons, réchauffement climatique, bouleversement géopolitique et économique, est une chance, une opportunité, on va être un peu cynique, voire un mal nécessaire pour bousculer nos certitudes et nous emmener, et nous amener en tout cas à mieux respecter la Terre, notre Terre. Loïc Guilhem, je vais vous donner la parole. Voilà, c'est à vous que je vais tendre le micro. Chance, opportunité, mal nécessaire, quelle est un peu votre vision? Très court. Je dirais que nous étions dans le train du changement et ce train s'accélère, donc une opportunité et sans doute un mal nécessaire de ce qui nous arrive. Très bien, merci en tout cas. Benoît Rouillet, ingénieur à l'IDEL, quelle est un peu votre position par rapport à cela? Moi, je pense que les choses, effectivement, changent très vite pour notre agriculture, une agriculture qui est quand même une des plus durables au monde. Et ça nous engage à faire encore mieux pour la suite, à trouver des solutions pour qu'on conserve cette position d'agriculture durable. Merci. Sébastien Valteau, président d'Interbev Pays de la Loire, et puis également peut-être en tant qu'éleveur. Vous prenez ça comme quoi? Une chance, une opportunité? Pour moi, une opportunité, parce qu'il y a complémentarité entre élevage et agroécologie, notamment c'est mis en œuvre sur mon exploitation. Un élevage aussi qui permet de réduire l'usage d'énergie fossile, ce qui est important, je pense, dans cette transition vécue actuellement. Et mon élevage est aussi générateur de valeur ajoutée pour mon territoire et pour moi-même. Vous allez tout ça nous l'expliquer dans quelques instants, après avoir passé la parole à Jean-Louis Perrault, qui lui va nous dire c'est quoi un défi pour vous aussi en tant que chercheur. C'est une prise de conscience d'une certaine fragilité de nos systèmes qu'on pensait bien établis, très ouverts, très au marché international, et on voit qu'il faut faire attention à ça, faut s'ouvrir évidemment parce qu'il faut vendre et acheter, mais il faut aussi penser à notre autosuffisance, et je pense qu'on rentre dans une ère où l'énergie va être très très chère, et ça va modifier fondamentalement notre agriculture. Je pense qu'on n'a pas encore complètement intégré tous les changements qu'il va falloir y apporter. Très bien. Je pense que j'ai fait parler tout le monde. Non oui. Axel Bigot, directeur RSE Groupe Lactalis. Quelle est votre position par rapport à cela? Écoutez, chez Lactalis, en fait, on considère que ces sujets sont plutôt une opportunité, puisqu'en fait, on doit accélérer la préparation de la résilience de nos systèmes. On croit dans le lait, on croit dans la nutrition et l'apport nutritionnel des produits laitiers. Simplement, il faut qu'on prépare l'avenir et qu'on booste la résilience des systèmes, à la fois à l'amont et en transformation laitière. Alors, on va redonner maintenant la parole à Jean-Louis Perrault pour faire cette introduction qui nous apparaît important de bien poser les éléments du débat. La question, c'est quelle solution? Parce que herbivore, source solution, on a mis un point d'exclamation. Est-ce qu'on a eu raison de mettre un point d'exclamation ou est-ce qu'on aurait dû mettre peut-être un point d'interrogation? Quelle est la position du directeur de recherche de l'INRAE en grammaire? Sur ce coup-là, je préfère le point d'exclamation. Un point d'exclamation. Oui. Plusieurs choses. Alors, les ruminants sont souvent attaqués pour leurs émissions de gaz à effet de serre et d'abord de méthane liées aux rumens. C'est vrai que ça contribue au réchauffement climatique, ça c'est certain, mais il y a beaucoup de pistes de progrès. Et ce qu'il faut rechercher, c'est des pistes de progrès qui soient gagnantes-gagnantes, à la fois sur le volet gaz à effet de serre, mais aussi sur le volet consommation d'énergie, consommation de ressources, d'une façon générale. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur attention à notre autonomie au niveau national. Alors, sur les façons de limiter les émissions de gaz à effet de serre des ruminants, je pense qu'elles sont maintenant à peu près dans la tête de tous les gens. Une première qui n'est pas si difficile que ça à mettre en œuvre, c'est de travailler sur les effectifs dans les troupeaux. Alors j'insiste, effectifs à même niveau de production, c'est-à-dire on entend trop souvent réduisons... Baisse des effectifs. Tuons les vaches et puis le monde sera meilleur, quoi. Ouais. Non, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'il faut réaliser, c'est est-ce qu'on ne peut pas produire la même quantité de lait et de viande en France, de ruminants, en baissant un peu les effectifs? Ça veut dire faire des vaches qui ont des carrières beaucoup plus longues. Ça, une lactation de plus par vache, c'est 15% de moins de gaz à effet de serre par litre de lait. Hein. C'est énorme comme effet. Faire bêler les génisses plus tôt. Dans le Grand Ouest, ici, 10% des effectifs bovins laitiers, c'est des génisses de plus de 24 mois. Il faut quand même se poser la question de l'intérêt de ces animaux. Une Holstein peut véler largement à 24 mois, hein, même parfois un petit peu avant encore.
Donc ça, c'est des pistes qui sont gagnantes-gagnantes parce que ça fait moins de ressources en fourrage nécessaires. S'il y a un petit peu moins d'animaux, ça fait moins d'émissions d'azote pour d'autres opportunités. Ça fait moins de coûts aussi. Alors, il faut nourrir un peu mieux les génisses au départ. Donc voilà, là, il faut faire oui, parce que si ça va jusqu'à 24 mois, j'imagine que les éleveurs ne sont pas idiots. Il y a des raisons qui les amènent. Oui, alors on ne va pas revenir sur ces raisons, mais ces simplifications, les génisses sont plus dans des parcelles au loin, elles ne coûtent pas cher, etc. Quoi. Mais n'empêche qu'elles coûtent cher en geste. Quoi. D'accord. Alors ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est de travailler sur l'alimentation des animaux. Alors là, on revient sur un axe important qui est les légumineuses. Non seulement les légumineuses font baisser la production de méthane dans le rumen par rapport à d'autres plantes, mais surtout, elles font baisser l'utilisation des engrais azotés qui sont des sources majeures d'émissions de protoxyde d'azote cette fois-ci et de consommation d'énergie avec la synthèse des engrais azotés. Donc là aussi, c'est une stratégie gagnante-gagnante. La difficulté derrière, c'est de maîtriser la production des légumineuses. Et puis dans les aspects alimentation, je pense que Benoît pourrait y revenir, mais il y a tout le monde des additifs. Alors le problème des additifs, c'est qu'il faut les acheter, donc ça coûte un peu. Mais c'est une voie qui aujourd'hui est directement opérationnelle. Hein. Je reviens d'un congrès aux Pays-Bas où les gens ont travaillé sur le 3-NOP, alors bon, Bovaer comme nom commercial. C'est du jour au lendemain, vous baissez de 30% la production de méthane d'un troupeau. C'est une expé qui s'est conduite dans 17 fermes laitières de plus de 200 vaches chacune. C'est du start and go. On met le produit, ça baisse. On arrête le produit, ça remonte. Ça, c'est le gouvernement qui décide, quoi. C'est une autorisation de mise sur le marché. Et puis, c'est le consommateur. Est-ce que le consommateur voudra qu'on donne aux animaux un produit de synthèse chimique pour, quelque part, une bonne cause, mais quand même, quoi. Alors, il y a d'autres. Il y a les graines de lin extrudées. Il y a peut-être des algues demain. Enfin, en tout cas, il y a un domaine là qui peut faire des progrès. Et puis l'autre domaine où l'élevage peut progresser, c'est le domaine de la génétique. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas demain sélectionner des vaches laitières ou des vaches allaitantes qui émettent moins de méthane par kilo de matière sèche ingérée? Alors ça, c'est un vrai challenge de recherche parce que à la fois on veut un ruminant qui ne doit pas être en compétition avec l'alimentation humaine, donc manger de la cellulose, donc des fourrages et surtout de l'herbe. Et en même temps, on voudrait qu'il émette moins de méthane. Donc, biologiquement, c'est un vrai problème. Alors, il y a des travaux de recherche fondamentaux qui se font. Il y a 2 ou 3 projets européens sur cette question. Et puis, il y a le côté de, est-ce qu'on ne peut pas, en agissant sur les premiers stades de la vie de l'animal, c'est l'épigénétique, ce qu'on appelle, réussir à produire un animal qui émette moins de méthane. Par exemple, peut-être que donner du 3-NOP sur les tout premiers jours du passage au stade ruminant d'un jeune animal, eh ben, ça nous fait une vache qui, pendant toute sa carrière, aura un biotope dans le rumen, un écosystème dans le rumen qui sera de telle sorte qu'il produira moins de méthane. Donc ça, c'est des pistes de recherche pour demain. Mais tout de suite, il y a les additifs, il y a les légumineuses, et il y a l'élevage des génisses et des carrières des vaches, quoi. Et dernier point, je pense que ça sera complété par mon voisin tout à l'heure, c'est est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer de refaire un peu plus d'engraissement chez nous? Parce que faire de la viande rouge à partir des animaux du troupeau laitier, si on a moins besoin de génisses de renouvellement parce que des vaches à carrière plus longues, et si on peut se permettre de faire un petit peu d'engraissement dans certains territoires, ce qui fait quand même une viande rouge à empreinte carbone assez faible, même très faible. Très bien. Benoît Rouillet, je vous donne la parole parce que quand j'imagine vous en écoutez Monsieur Perrault, quelque part, sans jeu de mots, mais si c'en est un, vous buvez du petit lait là. Je suis d'accord avec lui déjà parce qu'on mène des travaux ensemble, donc forcément on est à peu près d'accord. Sur tous les leviers qu'il a cités, effectivement je souscris, ce sont des leviers qui sont implémentés dans l'outil CAP2ER qui permet de calculer l'empreinte carbone des produits animaux. Petit focus sur les additifs peut-être, hein, puisque du coup on mène des travaux de ce type-là, alors à la fois sur l'additif que Jean-Louis a cité, également sur des additifs à base d'algues, qui sont aussi très prometteurs et qui commencent à arriver dans la littérature scientifique. On mène des projets là-dessus, vous l'avez cité en introduction, le projet Métalgue, qui doit nous permettre en fait, d'identifier des ressources locales sur nos côtes, notamment en Bretagne et Pays de la Loire, d'algues, avec le bon composé et qu'on puisse imaginer des filières additives qui permettent de diminuer ces émissions. Les premiers résultats nous montrent qu'on peut aller autour de 20-25% de baisse des émissions de méthane, ce qui est colossal puisque le méthane c'est la moitié de l'empreinte carbone d'un produit laitier. Donc il y a des travaux en cours, on ne sait pas tout, on continue la recherche sur ces thématiques-là avec un
un réseau de fermes expérimentales. Donc ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une synergie entre différentes filières, la filière algues et la filière production animale, qu'on n'avait pas ou peu, en tout cas pour les ruminants. Et puis là où je rejoins aussi Jean-Louis, c'est qu'il y a un certain paradoxe en termes d'alimentation de nos ruminants. On cherche à les nourrir avec des fourrages, donc de la cellulose, donc on émet du méthane avec la digestion. La nourriture avec les fourrages, c'est quand même une force de nos systèmes. On a des systèmes qui sont très autonomes là-dessus en France, ce qui n'est pas le cas de tous les pays à travers le monde. Donc je pense qu'il faut que ça reste une base de l'alimentation. Ensuite, ça reste une base de l'alimentation, mais et bien, du coup, ça émet du méthane. Donc il faut qu'on propose des solutions sur les effectifs, sur les additifs. Et n'oublions pas que les fourrages aussi ont une vertu, c'est qu'ils ne sont pas en compétition avec l'alimentation humaine. Donc ça permet au système de transformer quelque chose que nous ne savons pas valoriser, comme les fourrages, l'herbe, certains coproduits comme les pulpes, en quelque chose qui a une très bonne valeur nutritionnelle, comme le lait ou la viande. D'ailleurs, vous parlez de... en fait, il n'y a pas de compétition au feed food au niveau des élevages. Exactement. La compétition feed food en France est très peu présente. Si je donne un chiffre sur la protéine, par exemple, dans ce que consomment nos animaux laitiers, les vaches laitières, en France, on a à peu près 89% de cette protéine qui n'est pas consommable par l'homme. Et donc, on transforme ça à l'aide des ruminants en protéines de très bonne qualité pour la nutrition humaine. Très bien, merci pour ces précisions. Voilà, on va dire, brossé le décor, le tableau de ces problématiques et de ces solutions qui sont apportées par les herbivores. On va écouter maintenant la parole des éleveurs à travers, par exemple, Loïc Guine. Donc, Loïc, on rappelle, vous êtes donc éleveur, vous êtes bien sûr vice-président de la Chambre régionale d'agriculture, mais avant tout, vous êtes éleveur. Expliquez-nous déjà au niveau de votre exploitation et quels sont un petit peu les éléments que vous retenez de ce qui est dit par Jean-Louis. Est-ce que vous êtes déjà dans de l'opérationnel de toute façon? On essaie, parce qu'il faut toujours être modeste dans ces sujets-là, on essaie d'être opérationnel et d'être le plus efficace possible. Alors effectivement, on a fait progresser notre élevage à travers de bilans carbone. C'est comme ça qu'on a progressé. Indépendamment d'être bio, je mets le côté bio de côté, mais nous étions dans un système intensif, voilà. Et puis pour des raisons, on a plutôt adapté notre système à la qualité de nos terres. Et à un moment, produire des céréales et investir dans des céréales ou du maïs en silage tous les ans, quand vous prenez une sécheresse régulièrement, il y a un moment, c'est pas rentable. Donc notre réflexion, elle est partie de là. Il faut juste le dire. En allant voir ce qui s'était fait à Trévarez en 95-96. Alors donc déjà, c'était des réflexions, sans le dire, qui étaient déjà des réflexions pour aller vers du bas carbone. Mais on ne le disait pas à l'époque, on parlait de coûts alimentaires. Oui. C'est comme ça que nous avons démarré, et progressivement, à partir de 2-3 bilans carbone, eh bien, on a essayé de progresser. Alors Jean-Louis a évoqué les effectifs des génisses. Alors là, c'est plus depuis que nous sommes bio, où on a complètement optimisé le nombre des génisses. Toutes les génisses veulent entre 24 et 25 mois, parce que voilà, si elles ne prennent pas la première insémination, si elles ne fécondent pas la première insémination, elles fécondent à la deuxième. Mais c'est calé comme ça, parce qu'on a une période de vélage qui est février, mars, avril, et on ne veut pas décaler de ça. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui n'est pas fécondé part à l'abattoir. Le nombre de genisses, eh bien, écoutez, de 35% peut-être comme la majorité des gens. Aujourd'hui, on est à 20%. 18-20%, très honnêtement, c'est ça. Donc on a optimisé ça. Et puis, notre réflexion de désintensification par rapport à la qualité de nos terres nous a fait revenir à une base. C'est que le ruminant est un herbivore. Ce n'est pas un granivore. Et dans de nombreux élevages de ruminants, ils sont presque considérés comme des granivores. Donc automatiquement, il y a quelques pelouses ou quelques pâtures pour qu'elles se dégourdissent les pattes, et encore que, et après vous amenez tout à l'auge. Donc de toute façon, c'est de l'énergie. Alors vous pouvez être efficace parce que vous produisez énormément de lait par vache, mais vous avez dépensé. C'est pour ça que sur le bilan carbone, je me pose même des questions. Est-ce qu'on ne doit quand même pas regarder sur des systèmes très 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 performants techniquement, regardez quand même la consommation d'énergie, oui. Parce que ça, il faut la produire, cette énergie. Alors on est en train de nous vendre plein de systèmes, mais il faut la produire, cette énergie. Donc voilà, donc nous on a réagi, et on a réfléchi, le ruminant est un herbivore, et donc on va optimiser nos hectares
À partir de ça, donc on a une base de pâturage, hein, on a entre 40 et 45 heures par vache, et puis on a un site à 3 km. Et bien là, on a des prairies de fauche, hein, des trèfles violets, des luzernes, qui sont hyper efficaces, hein, voilà, en termes d'apport et qui permettent de faire du stockage pour l'hiver, mais aussi faire de l'apport d'herbes fraîches pour l'été. Voilà globalement comment on a réfléchi le sujet. Et pour aller plus loin, à partir des chiffres du bilan carbone, on s'est dit qu'il fallait qu'on replante des haies. Donc, alors, on va peut-être l'aborder dans un deuxième temps, Loïc. Parce que là, vous vendez tout, là, déjà, toute la marchandise. Là, vous mettez tout en vitrine, là, tout de suite. Gardez-en un tout petit peu sous le coude. Sébastien Valteau, en tant qu'éleveur et puis également président d'Interbev, par rapport à ce qui a pu être dit par nos deux intervenants, chercheurs et ingénieurs, également par les propos de Loïc, qui a l'expérience également d'éleveur comme vous vous y retrouvez dans ces propos et votre approche aujourd'hui au sein de votre exploitation? Alors, pour l'interprofession, oui, l'interprofession accompagne l'ensemble des acteurs en fait dans cette transition énergétique et écologique à tout point, et plus particulièrement en fait sur mon exploitation, nous sommes passés en fait, puisqu'en fait j'élève des vaches de race partenaise, un effectif d'environ 100 mères, 200 places d'engraissement sur 125 hectares. Et nous avons réalisé un diagnostic CAP2ER sur l'exploitation. Alors c'est un outil en fait pour progresser, pour voir en fait quelles sont en fait les marges de progrès que je peux engager sur mon exploitation. Vous avez eu les mêmes problématiques, enfin évolution quelque part que Loïc, et avec justement des reprises de conscience, une évolution aussi de la façon de dire, on parle de performance, oui, mais les performances c'est aussi des problématiques liées derrière avec des sujets liés au climat. Oui, et pour moi, c'est très important en fait d'établir un système de production avec une grande cohérence. Et la cohérence, pour moi, elle est entre élevage en fait et agroécologie. Chez moi, ça se traduit, oui, certes, par des zones de pâturage, oui, par de l'entretien de haies, oui, par l'exploitation de zones non exploitables en fait en céréales. Hein, c'est les zones inondables, ce sont les zones vallonnées. Ce sont aussi des territoires, quelquefois, qui ne pourront pas être valorisés autrement que par des herbivores, et notamment par les ruminants. Et en plus, je trouve que nos modèles sont aussi générateurs en fait, de valeur ajoutée et d'économie sur nos territoires. Très bien. Merci déjà pour ce premier élément de réponse. On va écouter également Axel Bigot, directeur RSE donc, du groupe Lactalis. Vous êtes dans une démarche RSE, comme la plupart des groupes aujourd'hui se doivent de l'être. Comment ça se traduit? Parce que vous êtes on va dire de l'amont, mais jusqu'à l'aval, ou de l'aval jusqu'à l'amont, peu importe, en tout cas de la fourche à la fourchette, comme on dit plus simplement. Comment ça se traduit concrètement chez Lactalis? Il faut savoir qu'au niveau du groupe Lactalis, on est présent, pour rappeler simplement nos enjeux et la dimension de nos enjeux, on est présent au niveau de à peu près 52 pays en transformation, 270 sites de transformation, et puis plus d'une vingtaine de milliards de litres de lait transformés par année. Donc on travaille à peu près avec 460 000 exploitations très différentes, très diverses au niveau mondial. Donc on a une complexité, on va dire, de systèmes associés au groupe Lactalis pour sa transformation. Donc on travaille à la fois sur la partie industrielle et logistique qui nous est propre. Donc on va par exemple développer des carburants alternatifs, des énergies alternatives sur nos sites de transformation, que ce soit du solaire par exemple sur notre site de Verdun, ou de la méthanisation à Charchigné, là où on produit la meule d'Emmental Président. On va dire que ça c'est peut-être la solution, ou en tout cas les pistes ou les actions, on va dire non pas les plus simples, mais en tout cas les plus évidentes et que vous maîtrisez le mieux. Voilà. Exactement, c'est du direct. Ouais. La problématique quand on a un transformateur laitier, c'est que l'indirect, donc nos émissions de carbone indirectes, ce qu'on appelle le scope 3, représente à peu près 95% des émissions carbone de l'entreprise, de nos produits. Et l'amont laitier, sur ce total, représente à peu près 80%. Donc on a un réel enjeu à travailler avec nos éleveurs partenaires sur la réduction des émissions carbone au niveau de la production. Donc, comme je le disais tout à l'heure, diversité de profils égale diversité de solutions. On a développé un audit au niveau de 11 pays pilotes Lactalis avec nos éleveurs. On les a sélectionnés avec une méthode d'échantillonnage mise en place avec Wageningen, l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et on a développé l'outil Cool Farm Tool sur ces exploitations. Donc c'est un outil qui est compatible avec CAP2ER, qui nous permet de faire un diagnostic d'émissions carbone des exploitations sélectionnées.
Et le résultat nous montre que les émissions carbone en fonction des pays sont très diverses au niveau de l'amont et que les leviers d'amélioration de cette empreinte carbone également, par exploitation et par filière, sont également très divers. Que ce soit sur la gestion des effluents au niveau de l'exploitation, que ce soit également au niveau de la production de feed et de la consommation ou de la ration. Voilà, donc on travaille sur tous ces éléments-là. Tout à l'heure, M. Perrault évoquait le travail sur les algues, le travail sur les additifs, le travail sur les graines de lin extrudées. Ce sont 3 pistes que l'on étudie au niveau du groupe Lactalis, que ce soit en Italie, en France ou même aux États-Unis. Et même, on peut se dire qu'il y a de très grandes variations mondiales. On peut le comprendre à travers les climats et autres, bien sûr, continents. Mais il y a des grandes variations également en France, selon le territoire. Vous êtes présent sur toute la France. J'imagine que la collecte et puis également le travail avec les éleveurs n'est pas identique au nord, au sud ou à l'ouest du pays. Donc il y a aussi cette nécessité de faire descendre ces stratégies RSE, non seulement de la faire grimper au niveau mondial et de l'adapter, mais également de l'adapter par rapport à nos régions. Alors exactement, en fait, on est présent à peu près dans 65 sites de transformation répartis sur tout le croissant laitier français. Donc concrètement, on représente la diversité de la production française, et que vous soyez par exemple dans des filières AOP ou des filières type Grand Ouest sur lesquelles on peut on va dire optimiser le pâturage, on a des défis qui sont très disparates. Je vais reprendre l'exemple des AOP, puisqu'en fait on pourrait penser que le cahier des charges AOP justement incite les éleveurs à travailler sur ces sujets-là. Il y a une concertation aujourd'hui, une consultation qui est faite par les différentes ODG pour savoir justement sur quels axes accentuer le travail en ODG pour répondre aux attentes sociétales. Et voilà, dans la consultation, Lactalis a répondu que le travail sur la réduction de l'empreinte carbone amont était un sujet sur lequel nous devions travailler également en EDG. Voilà, donc derrière la typicité, le goût, il y a également le travail sur l'environnement qui est nécessaire également sur ces filières-là. Merci Axel. Monsieur Perrault, c'est aussi un élément que je pense que vous prenez en compte et en considération, je pense que Benoît aussi, c'est la problématique justement du territoire. Est-ce que finalement on n'a pas peut-être trop d'animaux sur la région Bretagne? Ne faut-il pas mieux les disperser, entre guillemets, enfin en tout cas les proposer sur différentes régions? Peut-être pas en montagne obligatoirement, mais en tout cas dans des zones où il y a un peu moins d'animaux. Est-ce qu'il y a une réorganisation globale à faire en France? Ça va être compliqué d'ailleurs, hein. Ça va pas se faire demain matin, ça. Oui, ça va pas se faire demain matin. J'en parle aussi avec des éleveurs porcins sur les aspects gestion des effluents, et on peut imaginer des chaînes de gestion des effluents différentes d'aujourd'hui. Il y a des coopératives qui le font d'ailleurs, et exporter des engrais produits par les animaux à l'extérieur, d'autant plus intéressant qu'on a des coûts énergétiques aujourd'hui liés aux engrais minéraux. Alors, l'élevage et les territoires, oui, c'est clairement une question qu'il faut se poser. En fait, si on se place à l'échelle de l'Europe, on est à 1 UGB par hectare agricole. Ce qui n'est pas tant que ça, ce qui serait même bien d'un point de vue agronomique, ouais, exactement, oui, pour faire des recyclages de nutriments et de carbone. Le problème, c'est qu'on est à 3 ou 4 sur certains territoires et plus du tout dans d'autres. Oui. Donc on voit bien qu'il y a un problème de répartition spatiale. Après, cette répartition spatiale, elle a une logique économique, hein. C'est l'économie d'agglomération, et partout dans le monde, par exemple, l'élevage porcin est regroupé sur des petits territoires. Ce n'est pas sans raison économique. Donc aller dans une autre direction, ça va être compliqué, mais il faut le faire. Et moi qui viens d'une région, j'ai beaucoup travaillé en Bretagne, mais je viens du Limousin au départ. Oui. Quand on dit le ruminant émet des gaz à effet de serre en produisant du lait et de la viande, on ne prend jamais en compte qu'est-ce qui devient du territoire s'il n'y a plus les ruminants. Tous les gens travaillent par analyse de cycle de vie en disant « Oh là là, l'empreinte carbone de la viande, elle est haute comme ça, celle des cacahuètes, elle est haute comme ça, donc je vais manger des cacahuètes et plus de viande. » Mais ça ne fait pas un régime équilibré d'abord. Et puis surtout, si on réduit trop rapidement et trop fortement le nombre de ruminants, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait sur nos territoires, où quand même le ruminant a un rôle d'entretien. Et dans une zone, par exemple, de montagne, ou dans les monts d'Arrée ici, ça coûterait très cher d'entretenir le territoire s'il n'y avait plus les animaux. Hein. Ça coûterait du pétrole si on y met des tracteurs. Et il y a même des zones où, de toute façon, ce n'est pas mécanisable. Donc, réduire les ruminants, attention aux contre-effets. Et ça, ce n'est jamais pris en compte. Je ne l'ai jamais entendu nulle part dans les médias, sauf dans le monde agricole qui le sait bien. Hein. Et sauf quand on interroge Benoît Rouillet, et là, il apporte également son point de vue sur la question.
Oui, exactement. L'intérêt, il est multiple. Tous ces intérêts-là, il faut qu'on œuvre pour pouvoir les prendre en compte au niveau des élevages d'herbivores. Il y a également le fait que ces élevages-là contribuent au bouclage des cycles, sur le carbone, le phosphore, l'azote. La complémentarité animale-végétale, elle est quand même très forte chez nos ruminants. Donc, c'est quasiment de la polyculture élevage qui est quand même un système très intéressant pour tout ça. Parce que si demain vous enlevez les animaux, vous allez fertiliser avec de l'engrais de synthèse, qui coûte cher en énergie et qui a d'autres inconvénients. Donc l'animal, c'est aussi un producteur de déjection dans un cycle. Il y a également un aspect qu'on aborde très peu et qui ne fait pas du tout non plus la une des médias, c'est la valorisation de nos coproduits agroalimentaires. On mange bien, on a plein de produits en rayon, mais ça génère des coproduits. Vous fabriquez du sucre avec de la betterave, vous avez des pulpes. Vous fabriquez de la bière avec des céréales, vous avez de la drèche. Donc il y a plein d'exemples concrets comme ça. Et il y a à peu près, dans une étude qu'on a faite récemment, 3/4 de ces coproduits qui se retrouvent en nutrition animale. Donc si vous n'avez plus les animaux pour les consommer, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y en a beaucoup qui disent ça va partir en méta. Mais la méthanisation, ce n'est pas le réceptacle de tout ce qu'on ne peut pas utiliser à côté. Donc il y a vraiment des enjeux de valorisation de filières, d'imaginer comment on pourrait faire si on n'avait plus les ruminants. Mais aujourd'hui, les ruminants sont la principale source de valorisation de ces coproduits qu'on a en France, issus de notre alimentation. Moi, j'ai envie d'entendre Sébastien sur ce sujet, parce qu'il faut réguler, monsieur. Il faut peut-être réduire un petit peu, et puis mieux organiser sur le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mieux organiser, ça me paraît être un bon sens, c'est sûr. Oui. Réguler... Pour les autres? Alors, mais réguler, j'aimerais apporter un élément, c'est qu'en 2021, on a perdu pour la filière viande bovine, les animaux en fait de race à viande, on a perdu quand même 100 000 vaches en un an. C'est l'équivalent en fait du troupeau allaitant du département du Maine-et-Loire. Donc un département qui part chaque année, il faut se poser des questions sur la souveraineté alimentaire, notamment pour les protéines de viande rouge. Et c'est aussi 116 000 veaux, donc ça continue de s'opérer en fait ce déclin. Donc il faut redonner en fait aussi une image positive à ces productions et leur donner en fait des lettres de noblesse par rapport aux avantages qu'ils peuvent fournir. Donc je pense qu'aujourd'hui on est là aussi pour témoigner de ces avantages et de dire que on s'en préoccupe, on met en place des diagnostics pour lancer en fait des plans d'action. Et pour la région en fait que je préside pour l'Interpro, eh bien on s'est engagé sur 3500 en fait diagnostics CAP2ER, un régime de 450 à 500 diagnostics par an, couplé à une approche économique. Parce que la profession agricole, vous n'allez pas les emmener seulement sur des variables, sur des valeurs environnementales. La partie économique est essentielle. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on s'est rendu compte que les élevages qui étaient efficients en fait, pour le carbone, ils sont aussi efficients et efficaces économiquement. Loïc, je vous donne à nouveau la parole également en tant qu'éleveur. Vous avez entendu le message quelque part. Il faut peut-être revoir un petit peu votre exploitation, peut-être réduire le nombre de vaches, ça ne vous... Ouais. Alors, Jean-Louis a dit, en moyenne sur bon nombre de pays, chargement 1. Oui. On est à peine à 1 à la maison, mais on est en autonomie pratiquement parfaite. Enfin, on achète un peu de paille. Donc voilà, donc il nous faudrait, pour produire autant de lait, enfin on produit 570 000 litres de lait sur 130 hectares, donc c'est pas beaucoup, mais on n'a pas capacité à faire plus. En termes de chargement, on est à peine à 1, parce qu'on a des qualités de sol qui sont ce qu'elles sont. Donc il nous faudrait 25 ou 30 hectares de plus si on voulait produire notre paille. Je suis complètement d'accord avec eux. Je faisais la réflexion à mon voisin. Très honnêtement, c'est plutôt mon frère qui me dit ça depuis un moment. Tous nos veaux issus du troupeau laitier, on en engraisse une petite partie, une infime partie en France. Mais tout le reste va en Espagne, ou pratiquement tout va en Espagne, où il est engraissé là-bas avec des importations de céréales et de protéines. Nos amis du centre de la France, là, nos céréaliers, qui ont envoyé les charolaises à l'abattoir il y a un certain nombre d'années, qui ont fait des rotations blé, orge, colza, qui aujourd'hui, pour un certain nombre, n'arrivent plus à cultiver le colza parce que les terres sont lessivées, sont mortes, et le réchauffement climatique accentue le sujet. Il faudrait qu'on arrive il faut les décider, mais je vais vous faire la réflexion qu'un céréalier m'a faite ce matin. Il faudrait qu'on arrive à les décider, mais qu'on les accompagne, parce qu'il y a aussi de l'économie. Il y a du temps de travail, et puis il y a de l'économique, du revenu, à refaire des clôtures, à remettre du pâturage pour engraisser ces animaux-là. Alors effectivement, ils produiraient un peu de gaz,
mais le carbone qu'ils emmagasineraient et les économies d'engrais que l'on ferait, les engrais chimiques, tout ce qu'on importe, parce que là, cette année, au printemps, là, avec la problématique géopolitique, on s'est rendu compte que l'agriculture conventionnelle, mais c'est pas pour la décrier, c'est comme ça, c'est un constat, on importe tous nos besoins, phosphate, potasse et ammonitrate. Donc c'est un vrai sujet. Par contre, ce matin, en discutant, j'ai pris un de mes collègues, président de chambre, bordure de la Beauce, mais vers le sud, céréalier, quand il m'annonçait les revenus qu'ils allaient faire cette année, pour lui faire refaire un peu d'élevage, il va falloir quand même se lever de bonne heure le matin. Et il me dit, mais ça, on n'y arrivera jamais. Donc c'est quand même un sujet. Dans les autres productions, et notamment avec la grippe aviaire, on voit bien que la filière aviculture se pose des questions, parce que d'avoir concentré tout sur quelques départements, ça pose d'énormes questions. Et puis là, ben, les élevages sont vides, les élevages de sélection sont vides aussi. C'est comment on va repeupler. Donc ils imaginent déjà, eux, qu'il va falloir externaliser dans d'autres départements au moins les élevages de sélection. Mais en bovin, effectivement, ça va être, c'est un sujet, il est là. Mais quand vous avez un chargement de 1, ne demandez pas à l'éleveur de faire moins, parce que de toute façon, il y a aussi un équilibre de fertilité des sols quand même. Enfin, il faut le constater. Il faut l'entendre en tout cas. Il faut l'entendre, voilà. Axel, vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez, ce bruit de la part du monde de l'élevage? Oui, on a tout à fait entendu ce message. C'est aussi quelque chose qu'on vit concrètement. Bien connu au menton. Oui, c'est également quelque chose qu'on vit au niveau de la transformation. En fait, si on regarde les demandes des consommateurs, parce qu'in fine, il faut savoir si les consommateurs sont capables de nous accompagner tous au niveau filière pour l'amélioration de notre empreinte carbone, on se rend compte quand même que le sujet principal, ou la préoccupation principale aujourd'hui, c'est l'inflation. Ça le sera encore davantage dans les mois à venir. On a un autre sujet qui monte, qui était déjà important, mais qui monte encore, c'est le bien-être au travail, qui passe avant l'environnement. Et si on regarde vraiment notre filière laitière, dans l'acte d'achat, les préoccupations sont d'abord le goût, d'après une étude du CNIEL, ensuite le prix, et l'environnement n'arrive qu'au niveau 8 à 10. Le goût, le prix. Le goût, le prix et l'environnement. Le prix. Enfin, en cette période-ci, quand même, le prix quand même, non? La dernière étude. Il y a des grandes surfaces qui vont à moins d'1 €, donc quelque part le prix doit avoir un impact psychologique chez le consommateur, non? Clairement. On a un paradoxe où en fait on a effectivement un consommateur qui demande plus d'environnement, qui considère qu'effectivement les acteurs de la filière, donc 63% des consommateurs estiment que les acteurs de la filière sont ceux qui doivent bouger pour faire évoluer les choses en matière d'environnement, donc ce ne sont pas forcément eux les consommateurs. Oui. Et malgré tout derrière, ils ont un focus qui est très axé sur le prix. Voilà. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous on fait des tests sur des solutions, on essaye de voir si ça fonctionne, si on peut répliquer, mais pour massifier, on va dire, le déploiement de ces solutions, que ce soit sur le feed, que ce soit sur le stockage carbone, il nous faut un accompagnement du consommateur. Très bien. Vous souhaitez peut-être réagir là-dessus, Sébastien, sur l'accompagnement du consommateur, parce que Interbeuf, c'est également un accompagnement jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au consommateur. Vous avez donc participé, notamment quand j'en ai parlé tout à l'heure, à travers votre fiche, vous avez été un relais de la campagne Label Rouge, aimez la viande, mangez-en mieux. Donc ça veut dire que quelque part, vous êtes particulièrement actif auprès des consommateurs pour qu'ils soient intéressés par le goût, plus que peut-être par le prix. Les deux étant quand même intimement liés. Comment vous, en tant qu'éleveur, vous y travaillez sur ce sujet? Nous, on essaie aussi d'écouter la société pour saisir les enjeux en fait qu'ils souhaitent en fait se voir développer, en fait s'adapter aussi à l'avenir. Donc il est apparu en fait il y a moins de 10 ans en fait que les filières de qualité répondaient à ces enjeux de bien-être animal, d'environnement. Socialement aussi de respect, et la démarche RSE, enfin notamment de la filière, en témoigne. Et je crois qu'on n'est pas resté inactif par rapport à ces enjeux. On a mis en place, il s'avère qu'on lance à grand renfort de communication tous les outils qui peuvent être nécessaires en fait pour développer et puis objectiver et atteindre en fait les finalités en fait de ces enjeux. On n'est pas sans savoir que le consommateur a il y a plusieurs consommateurs. Il y a des consommateurs qui ont des moyens. On a vu que sur la filière bio, par exemple, il était exigeant. Le consommateur, il souhaitait qu'on aille vers la filière bio.
Moi, je suis engagé dans la filière bio, donc je sais bien. Et pour autant, je n'arrive pas en fait à vendre mes produits de viande en fait en filière bio. Pourquoi? Parce que il y a la notion du prix. C'est-à-dire qu'il y a un marché derrière qui ne répond pas. Voilà. Quoi. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le steak haché est à le vent en poupe. On est passé à plus de 50%. On tend vers les 60% en fait de la consommation en haché. Alors, je rejoins les propos de Jean-Louis tout à l'heure. Oui, les viandes rouges issues du troupeau laitier ont un avenir. Et nous devons travailler sur cette voie, ont un avenir, mais pas sur les modèles espagnols en fait, vers lesquels nos animaux partent, sur des modèles en fait utilisant plus d'herbes, plus de fourrage. Moi, j'en suis convaincu, et en valorisant en fait les sous-produits. Donc on est sur la performance technique en fait. Technique et économique et environnementale. Sur mon exploitation, un tiers des apports en amidon proviennent d'écarts de tri de pommes de terre. Voilà. Bon, on travaille aussi sur ces solutions. Benoît, est-ce que aussi on peut réussir à faire passer le consommateur à travers justement cette vision, cette compréhension du monde de l'élevage? Est-ce que l'éleveur lui aussi doit continuer à faire des pas vers le consommateur pour pouvoir justement mieux se faire entendre et expliquer aussi les problématiques auxquelles il est confronté, des contradictions de ces consommateurs? On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que ce sera l'objet de la table ronde de demain, mais c'est également aussi un élément à prendre en ligne de compte parce que, bien entendu, ce que l'on produit, c'est pas pour rester dans le champ, c'est à un moment donné pour aller dans l'assiette, enfin, en tout cas, ou le matin dans le petit déjeuner. Donc là, il y a une vraie question qui est posée. Oui, je pense que ce contact entre l'agriculture et la société, il est essentiel parce qu'en fait, ça s'est un peu délité au fil du temps. Il faut renouer ce contact, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des techniques. Donc ça paraît essentiel. Et le consommateur, en général, quand on lui explique, ça le rassure. Il voit qu'en France, on ne fait pas n'importe quoi, on traite bien les animaux, on a des bons produits. La période estivale est aussi propice à un peu de tourisme gastronomique. Si vous allez manger de l'ossoirati, du roquefort ou du mottet-sur-feuille, il y a aussi des productions de chèvres, de brebis à travers le territoire qui sont là, qui produisent des bons produits, qui entretiennent le territoire. Donc tout ça, il faut le montrer le plus possible. Et je pense qu'il faut le montrer en étant le plus ouvert possible, c'est-à-dire montrer ses pratiques, ouvrir ses fermes, avoir du contact avec les gens qui sont tout à fait capables d'écouter ce qu'on a à leur expliquer. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits, qui seront contre, mais ça reste une minorité. Et donc, en majorité, je pense que la société et les Français ont confiance dans leur agriculture et il faut qu'on maintienne ce fil pour maintenir cette confiance. Alors, il y a un aspect que vous souhaitez également développer, que Loïc aussi pourra développer, c'est toute la partie entretien de la prairie, le bocage, et en fait le lien aussi avec le consommateur, c'est certes le produit que vous réalisez à travers la viande, mais c'est également l'entretien du paysage, et puis ces fameuses haies dont on parle depuis maintenant presque plus d'une décennie ici même. On en parle, tout le monde se lance dans les haies, développe les haies, il y a des programmes pour les haies, tout le monde mais le gros souci c'est que en fait, jusqu'à présent peut-être il n'y avait pas eu suffisamment de promotion, sauf quelques collectivités, et puis aujourd'hui ça y est, c'est parti. Vous êtes un exemple par exemple d'action qui est menée avec les collectivités sur la partie haies. Oui, je suis convaincu en fait que l'élevage est un lien social en fait avec l'ensemble des citoyens. Oui, je suis convaincu que l'élevage permet le maintien en fait de l'environnement, et notamment les herbivores et les ruminants que l'on peut avoir sur nos territoires pour l'entretien de haies. Et nous, aujourd'hui, nous avons travaillé aussi sur la valorisation de ces haies, parce que nous avons pu les étoffer en fait, et en tirer en fait, du bois. Chez moi, c'est 150 tonnes, c'est 2500 € de vente de bois déchiqueté par an, dans une gestion en fait, de haies. Bon, voilà, je pense que sur les 5 à 6 ans à venir, on a le stock nécessaire. Je ne sais pas si ça... Voilà, je n'ai pas vu à plus long terme. Mais voilà, c'est générateur aussi de... Et puis c'est extrêmement positif. Ça va vers la collectivité, Ça va vers la collectivité, vers une chaufferie, chaufferie collective à Angers. Mais ça va vers des indicateurs positifs vers la société. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seuls les ruminants pourront exploiter des territoires plus difficiles à valoriser. Je me permets. Oui, allez-y, Benoît. Je me permets un petit ajout justement sur cette gestion des haies. On a une ferme avec laquelle on travaille, une ferme expérimentale en Normandie, la Blanche Maison,
qui justement participe à ces travaux sur l'entretien des haies, de bois déchiqueté, et sur lequel on va aussi tester l'utilisation de ces bois déchiquetés pour de la litière pour les vaches, qui pourrait être aussi fait en autonomie et du coup qui limite un achat de paille. Donc vraiment encore une recherche d'autonomie dans la gestion de ces éléments agroécologiques. Très bien, merci. En tout cas, à vous tous, on va commencer peut-être le jeu de questions-réponses et puis vous pourrez compléter bien sûr vos propos avec ceux qui souhaitent. Voilà. Première question, Sylvie, madame. Voilà, madame, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci. Delphine Melchior, Cargill Animal Nutrition. Donc merci pour ce débat très intéressant. J'ai un commentaire et une question. Le premier commentaire, c'est que dans les solutions, il y a une solution qui vient d'avoir un InnovSpace qui s'appelle Silver et qui fonctionne très bien, qui a été validée par la communauté scientifique. Donc je la rajoute à la liste qui a été mentionnée. Et la deuxième chose, c'est toujours dans les solutions, j'ai une question parce que on a tendance à... Bon, on a celles qu'on connaît, on a les algues qui arrivent et il va y avoir des difficultés sur la qualité. La molécule qui fait l'effet est quand même un petit peu limitée en potentiel si elle se retrouve chez les humains. Bon, mais il y a un potentiel, il faut le travailler. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme solutions qui viennent et qui sont peut-être disruptives ou d'autres solutions, je dirais, que les algues? Est-ce que vous voyez des choses, même si elles sont très lointaines? Alors, Benoît, et puis Jean-Louis. Alors, je pense qu'en plus lointain, même si ce n'est pas quelque chose qui est en rupture, il y a la génétique. Ça paraît être essentiel, mais un critère génétique, à partir du moment où on commence à le valider et où ça arrive dans une population, il faut 7 à 10 ans. Donc il faudra être patient, mais on sait faire. Voilà. Ensuite, il y a peut-être l'épigénétique, que Jean-Louis pourra peut-être mieux expliquer, mais qui paraît être aussi une solution d'avenir, c'est-à-dire de faire en sorte de programmer, en quelque sorte, les micro-organismes du rumen pour qu'on émette moins de méthane. Donc c'est des points qui sont au tout début de ce qu'on peut faire, mais qui potentiellement peuvent être intéressants pour la suite. Après, sur l'alimentation, les additifs, on connaît les choses, on ne révolutionnera pas, en tout cas, je n'en connais pas pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il n'y en aura pas, mais c'est plutôt des choses autour de la génétique et de l'épigénétique que je vois moi personnellement. Alors, Loïc, alors peut-être Jean-Louis, de tout ce que vous avez dit, est-ce que vous allez encore plus loin déjà? Non, c'est ce qu'a dit Benoît. Enfin, pour moi, c'est le plus disruptif aujourd'hui dans l'esprit, c'est la programmation de l'animal. Ça, c'est clair. C'est très compliqué, mais c'est ça. Et après, le second point plus disruptif, c'est de vraiment transformer la vache en une solution. Mais ça veut dire repenser complètement le modèle agricole. Hein. Donc c'est vraiment disruptif parce qu'il faut aller vers une autre agriculture où le ruminant, il est vraiment vu comme une solution. Alors on l'a abordé déjà, hein. C'est la gestion des paysages, le recyclage d'un certain type de biomasse, des cultures nouvelles qui pourraient être faites pour des raisons de réduction de l'usage des pesticides, mais qui ensuite pourraient être valorisées par les animaux, vaches ou même monogastriques. Mais là, on redessine, on reconfigure l'agriculture, quoi. Donc le premier niveau, c'est la génétique dans le disruptif, quoi. Très bien, merci. Loïc, juste une question, parce que ça fait 20 ans qu'on est sur l'espace pour demain. Depuis, on va dire, au moins 20 ans, on parle à chaque fois, tous les 5-6 ans, de nouvelle agriculture, nouveaux programmes, nouveaux types d'actions, repenser l'agriculture. Enfin bref, les slogans, on pourrait les décliner, je pense, au fil des années. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu fatigué d'être toujours, ou est-ce que c'est finalement le rôle de l'éleveur d'être toujours dans le vivant, et le vivant, ça évolue? Oui, mais avant, je voudrais quand même répondre à la question de madame, parce qu'il y a quand même un truc qui me turlupine depuis longtemps. Parce que qui vous chiffonne. Oui, et je voudrais juste renvoyer un message à nos deux voisins. On a vécu un épisode à un moment donné en France sur les OGM. Il ne faut pas qu'on revive ça et que c'est les producteurs qui en subissent les conséquences. Donc, ce que vous travaillez sur le fond, pas de problème. La génétique, je suis à 100% pour, parce que c'est naturel, on le fait, c'est une sélection. Sur les additifs, faites très attention à ce qu'ils soient le plus naturel possible. Puis madame, c'est bien gentil tout ça, mais souvent j'ai envie de dire à qui profite le crime.
parce que moi qui suis sorti d'une masse importante d'intrants rentrant dans mon exploitation, plus j'en sortais, plus économiquement j'étais heureux et mon portefeuille se portait bien. Ça, c'était un vrai sujet, parce que les petits, oui, mais c'est pas grand-chose, c'est quelques grammes, c'est machin, ces trucs, effectivement, mais ça coûte toujours en proportion. Donc, je suis très attentif à ça. Il faut rester sur du naturel, c'est sûr, sur de la génétique, oui, mais après, faisons attention à ce que l'on fait et regardons bien le portefeuille du producteur. Et sur l'équilibre, parce qu'effectivement, le ruminant émet des gaz, d'accord, mais ce qu'on émet en Bretagne ou ce qu'on émet dans une exploitation, c'est pour nourrir une population qui en émet par d'autres moyens, notamment les transports et puis toute l'énergie dont il a besoin, mais il va bien falloir continuer de nourrir Paris. C'est une évidence, mais même Rennes Métropole va bien falloir continuer de la nourrir. Et puis il y a un sujet qu'on n'aborde pas, je trouve, c'est que moi je suis très inquiet sur ce qu'on aura capacité à fournir ou à donner comme alimentation ou à vendre comme alimentation à nos citoyens, parce on voit bien que là c'est acté, on l'a vécu cette année, le réchauffement climatique il est là, donc globalement pour le moment on se dit l'élevage est là pour entretenir les paysages, globalement on voit bien comment se dessine la nouvelle population agricole et comment se dessine l'utilisation des terres. Les très bonnes terres, l'élevage va disparaître, enfin va diminuer. On va y faire beaucoup plus de culture. Dans un premier temps, les plus mauvaises terres vont rester avec de l'élevage. Mais j'aurais tendance à dire qu'on va avoir de plus en plus de mauvaises terres. Parce que moins de pluie, des périodes de sécheresse qui s'étendent, les terres qui produisaient 70 quintaux vont plutôt passer à 50. Moi, j'écoute les climatologues qui nous disent Rennes, en 2040-2050, aura le climat de Toulouse. Donc avec les rendements qui vont à peu près avec. Donc ça veut dire qu'on va moins produire et dans certaines terres, ce ne sera peut-être même plus rentable. Alors il y a de la génétique, il y a de la sélection variétale qui va faire que le blé va peut-être grimper. On voit bien que le maïs aujourd'hui, le maïs qu'on a cette année et le maïs qu'on avait il y a 40 ans, il n'a pas réagi de la même façon. Il a plutôt, globalement, je dis bien globalement, pas trop mal réagi quand même. Il y a ces sujets-là, mais malgré tout, il y a des terres qu'on va remettre en prairie. Et si on ne les remet pas en prairie, elles vont aller en friche. Mais c'est comment on accompagne les producteurs, parce que pour vivre sur ces terres-là, c'est pour ça que je dis depuis un moment, il faut qu'on remette à plat toutes les politiques publiques, parce qu'on voit bien qu'en France, enfin en France et pas qu'en France, on a cette fameuse PAC, politique agricole et alimentaire, et puis on a une politique énergétique, et on voit bien en ce moment, c'est l'affolement général, comment est-ce qu'on va trouver de l'énergie pour avoir nos lumières allumées en plein jour. Oui, en fait, c'est la politique du donc il faut qu'on remette tout à plat, parce que c'était bien l'objet dans la PAC, au moins c'était un début toujours, le deuxième pilier, mais enfin, et les MAEC, mais on voit bien la discussion sur les MAEC, parce que pourquoi elles sont retournées en gestion au niveau national, enfin c'est quand même pour moi une aberration. Au niveau des régions, on est quand même là plus en prise avec les territoires et plus à même de réfléchir et de savoir, de connaître ce qu'il faut. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle. On voit bien que dans le plan de relance, par exemple, on a eu une incitation, enfin on a eu des lignes de crédit pour inciter les jeunes s'installer à au moins réfléchir à un bilan carbone. Ça a été hyper compliqué. Les jeunes n'ont pas été volontaires ou très peu volontaires. On parle du bois et des opérations braise-bocage. Globalement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles plantations, mais ça a quand même été difficile. C'était pas très incitatif derrière, parce que les collectivités, notamment les collectivités pour le chauffage, n'étaient pas très pressées et n'étaient pas très volontaires pour le payer de façon suffisante pour que ça apporte une vraie source de revenus à l'agriculteur. Là, le coût de l'énergie est en train d'exploser, donc je pense que la copie est revue. Mais sur les opérations de bocage, vous l'avez dit en amont, et c'est une idée que j'ai envoyée déjà, il faut qu'on se dise les choses. Quand la collectivité
aide par un PCAEA, donc un plan d'aide à la modernisation sur des équipements d'énergie, sur des divers équipements, est-ce qu'il y a un moment, il ne doit pas y avoir une condition où, d'accord, mais c'est un pourcentage de ton exploitation qui doit être sur lesquels tu dois planter des haies. Enfin, on a toujours avancé comme ça. Réglementé, quitte à imposer, quoi, quelque part. Mais, si vous voulez, la ceinture de sécurité, on nous l'a imposée. Oui. La limitation des vitesses, on la respecte parce qu'il y a des radars. Oui, mais le 80 km/h, il s'est fait quand même dans la douleur, hein, quand même. Et il s'est fait. Non, mais ça se fait toujours comme ça. Donc il y a un moment, il faut qu'on avance plus vite. Il faut qu'on accélère, là. Et c'est pas dans 10 ans. Replanter dans 10 ans, il sera trop tard. Donc c'est maintenant. Donc comment on fait? Est-ce que la puissance publique, avec nous, mais est-ce que c'est normal de voir des parcelles de 20, 30 hectares sans un arbre? Mais moi je comprends pas parce que, encore une fois, il y a 10 ans, on parlait déjà de planter les haies. Donc normalement, il y a 10 ans, normalement, les haies sont plantées. Pour moi, il y en a eu de plantés, mais pas suffisamment. Mais pas suffisamment. Vous prenez le train pour aller à Paris, regardez. Merci Loïc. Alors peut-être donner la parole à également Axel Bigot. Vous souhaitiez peut-être réagir par rapport à cela. Juste par rapport aux haies, et puis ensuite je reviendrai à l'exemple. C'est important aussi que vous ayez votre point de vue. Côté vous imposez les haies, vous Côté entreprise, en fait, chez Lactel, Bio est engagé. On a un programme justement d'accompagnement des éleveurs pour la plantation de haies. Donc depuis 2020 et la mise en place de ce programme, on a à peu près 36 000 arbres qui ont été plantés. Mais quand vous dites vous accompagnez, ça veut dire que si vous ne mettez pas de haies, vous ne restez pas chez nous. Un support, alors il y a un support financier, on a 1 euro par arbre planté. Oui, mais la question c'est, est-ce que l'accompagnement, c'est un accompagnement, on va dire, très incitatif, qui fait que vous avez plutôt intérêt, si vous voulez rester avec nous, à produire des haies? C'est une partie du cahier des charges. C'est une partie du cahier des charges, en fonction de la moyenne en fait, des mètres linéaires par exploitation dans la région. Donc, voilà. Donc si on est inférieur à cette moyenne, il faut un arbre par animal. Je voulais revenir tout à l'heure par rapport aux solutions. Là, on évoque des solutions qui sont très techniques, très poussées. Ce qui est possible effectivement ici avec nos partenaires. Il y a quand même une réflexion globale qu'il faut avoir sur les émissions carbone au niveau de la filière, puisque finalement les marchés qui sont les plus dynamiques en production et en consommation laitière, je peux citer par exemple l'Inde, je peux citer le Brésil, on a de réels enjeux aussi à être actifs dans ces pays-là. Et des solutions toutes simples, c'est de pouvoir accompagner localement les éleveurs, là je reprends ce que vous disiez Monsieur Perrault, en hausse de production par vache pour faire en sorte que les émissions carbone au litre de lait produit soient les plus réduites possibles. On a actuellement au Brésil des exploitations laitières où la production par vache est peu ou prou la même en conventionnel que ce qu'on a en production bio en France ou en Europe. Dans ces pays, il faut augmenter la productivité de la vache. Pour faire face à l'augmentation de la consommation, il faut essayer de diminuer l'empreinte carbone par litre de lait produit. D'accord. Via l'augmentation de la productivité. Donc les travaux que vous faites sont particulièrement pertinents. Oui, alors émission de GES et production de lait par vache, faut bien poser les enjeux du débat. C'est un débat qui est fondamental pour les pays qui sont en voie de développement, parce que ces pays-là cherchent à développer leur production, mais la développent en augmentant le nombre de ruminants. Et en gros, la planète, c'est 1 milliard de ruminants et à peine 100 millions en Europe. Donc l'Europe est un petit... Enfin, on discute là de nos systèmes, mais on est des petits joueurs à l'échelle de la planète. On fera ce qu'on veut chez nous, ça ne changera rien à la donne. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de développer la production de lait et de viande dans ces pays-là en augmentant un peu l'intensification. L'enjeu, il est là. Chez nous, l'enjeu, il n'est plus là. L'enjeu, c'est ce que je disais en début, c'est réfléchissons la production de lait de nos vaches en nombre de litres de lait par jour de vie. Et là, on arrive tout de suite à faire véler de bonheur, à faire des carrières plus longues. Et dans des systèmes très agroécologiques, bio, on a des niveaux de production qui sont qui peuvent être très, très bons. Donc l'enjeu, il est là. Et pour moi, vraiment, le trio, c'est la vache, l'herbe et l'arbre. Hein. On a beaucoup parlé d'EM, j'irais même un peu plus loin, je dirais agroforesterie. Parce que ça peut être des arbres dans la prairie.
pour des raisons, le changement climatique, les animaux, ils apprécient l'ombre aussi. L'ombre nécessaire. Donc, et puis même à la limite, il y a on commence à avoir des résultats qui montrent que la fertilité des sols s'améliore sous les arbres quand ils sont en plein champ comme ça. Donc il y a beaucoup d'intérêt et oui, il faut replanter des haies. Alors ça fait 10 ans qu'on le dit. Moi, je sais bien, quand je suis arrivé ici à Rennes, alors je ne vais pas vous dire quand, mais j'étais jeune étudiant à l'époque. Les premières sorties qu'on faisait en tant que gros, c'était aller voir au centre Bretagne comment on arrachait bien les haies pour faire des grandes parcelles, pour faire de l'agriculture moderne. Donc vous voyez, on a rebouclé le cycle. Et je rejoins tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne comprends pas qu'on soit encore aujourd'hui à agrandir les parcelles et à faire des parcelles de 20 hectares ou plus, et même parfois beaucoup plus quand on traverse la Beauce, sans un arbre. C'est catastrophique d'un point de vue biodiversité. Hein. Allez, le point de vue maintenant, ou la question d'un jeune qui en veut. Bonjour. Bonjour. Votre prénom c'est Adam. Adam, et vous faites quoi? Je suis apprenti sur une exploitation laitière. D'accord. Alors votre question, après la mécanisation hier? Oui, c'est ça. Alors ma question aujourd'hui, c'est aussi une remarque. Je vous entends beaucoup parler d'écologie. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un sujet important. Mais moi j'ai une autre question. Est-ce qu'au lieu d'apporter d'autres outils à l'agriculture aujourd'hui, ne faudrait-il pas plutôt s'attaquer à la racine du problème? C'est-à-dire s'attaquer par exemple, enfin s'attaquer ce n'est pas le bon terme, mais s'attarder sur la demande excessive des acheteurs, le manque salarial sur les exploitations laitières. Puisqu'aujourd'hui un exploitant laitier ou même un exploitant agricole se retrouve tout seul, puisque personne n'a envie de travailler dans l'agriculture. Enfin personne, ce n'est pas vrai, mais ce n'est plus comme avant. Il y a aussi la loi, les restrictions, l'image agricole, la désacralisation de l'agriculture et de la paysannerie, l'abandon des fermes, puisqu'aujourd'hui beaucoup de fermes ont été abandonnées, ce qui pousse les agriculteurs, des exploitations de 30 vaches, s'il y en a une qui ferme, l'autre reprendra les 30 vaches, donc ça demandera plus de champs, plus de mécanisation. Donc voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer aux problèmes existants plutôt que d'apporter d'autres problèmes ou d'autres outils? D'accord. Allez, Benoît, je vous lance là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous ne devriez pas plutôt aller à la racine du problème plutôt que de chercher des solutions métaphysiques? Peut-être pas métaphysique. Non, j'exagère. Mais alors, c'est pas parce qu'on évoque ces solutions-là aujourd'hui qu'on ne travaille pas sur le reste. L'attractivité des métiers de l'élevage est abordée par différentes structures, par certains de mes collègues. Le salariat également, les solutions pour trouver un salarié, par exemple, partagé entre plusieurs exploitations. Il y avait hier une conférence du projet Coform, qui est un projet interreg du nord de la France avec la Belgique, qui traitait de ces questions-là. Donc, il y a un enjeu d'attractivité. Et cet enjeu, il n'est pas le même dans tous les territoires en France. Si vous prenez le renouvellement des générations en Bretagne ou dans la zone à Comté, vous avez des choses totalement différentes. Ce qui est sûr, c'est que dans un certain nombre de cas, l'image, l'attractivité est faible. Il faut combattre ça parce que je pense que ce sont des métiers d'avenir. On le disait tout à l'heure, on aura besoin de nourrir la population. C'est un secteur qui cherche des bras, clairement. Il y a du travail. Il faut qu'on réussisse à relever ce défi-là, à la fois peut-être en arrêtant de véhiculer les messages négatifs qu'on peut véhiculer tout le temps, en combattant les messages négatifs qu'on a dans la presse et dans les médias, parce que je pense que ce sont vraiment des métiers intéressants dans lesquels on peut s'épanouir et des métiers d'avenir. C'est vrai qu'il y a une tension sur la main-d'œuvre dans les élevages, pas que laitiers d'ailleurs. Il y a des solutions qui existent, il y a des écoles d'agriculture qui continuent à former des ingénieurs, des techniciens, etc. pour les métiers de l'agriculture. Et donc je pense qu'il faudra... J'ai pas forcément les solutions, peut-être que tu peux venir discuter avec nous, avec mes collègues qui s'en occupent sur notre stand, mais il faudra redonner ces lettres de noblesse au métier agricole qui est le secteur primaire. Et si on n'a plus de secteur primaire, on ne peut plus rien faire. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, à véhiculer une image positive pour pouvoir intéresser les jeunes. Allez, Sébastien Valto, ça va permettre de conclure. Juste un mot, parce qu'on a eu la conférence de presse de Space juste à côté, dans une très belle exploitation de vaches laitières, et on a vu un éleveur qui nous a proposé, présenté en tout cas sa laiterie,
avec un système qui permettait d'avoir accès facilement avec, on va dire, un niveau de hauteur pour faire la traite en fonction justement de la taille des personnes pour avoir moins de problèmes musculo-squelettiques. Et donc, ça a été mis en avant par la MSA. Et donc, ça montre aussi que les éleveurs, aujourd'hui, ils sont aussi soucieux, comme vous l'évoquiez, de l'image qu'ils leur envoient, de la pénibilité du métier, mais aussi de le rendre attractif et que lui disait, moi, j'ai pas de problème pour trouver des jeunes qui viennent bosser chez moi parce que, en fait, je fais tout pour faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise avec, justement, pas trop de pénibilité. Je leur propose de pouvoir quand même profiter du week-end, par exemple, parce que se lever le matin à 8 h et puis se coucher à 23 h avec les papiers d'administration, ça va un moment, mais je pense que tout le monde en aura le bol un moment. Donc, je pense qu'il y a des efforts de fait de toutes parts. Et ça, c'est à valoriser aussi auprès des jeunes pour rendre votre métier, qui est le monde du vivant, absolument passionnant. Et franchement, il n'y a que du bonheur normalement dans le pré. C'est ça qu'on dit. Donc, élevage et climat, réduire l'impact, je trouve, par exemple, avant d'aller chercher en fait, des solutions en fait, de compléments alimentaires, comme ça a pu être l'objet de la première question, oui. Moi je crois que l'on doit d'abord travailler sur la technique, travailler sur l'ensemble en fait, des leviers techniques. Il faut travailler sur tous les leviers, mais d'abord réduisons en fait, les durées d'improductivité peut-être dans nos élevages et allons chercher plus d'efficience. Et puis par rapport à la deuxième question, qui est plus une question sociologique, eh bien moi sur mon exploitation, on accueille des jeunes stagiaires, des apprentis, et je crois que ça passe aussi par là. Et on ouvre aussi nos exploitations en fait lors des Made in Viande pour parler de nos métiers, parler de notre filière. Et c'est l'occasion de témoigner que notre métier, que notre travail en fait auprès des animaux est intéressant et valorisant. Et aux questions économiques. Vous savez, moi, je n'ai pas repris une exploitation familiale. J'ai repris une exploitation qui était liquidée. Il n'y avait plus de bâtiments. Depuis 10 ans, on a construit quand même 4000 m² en fait, de bâtiments. Et grâce au photovoltaïque, on a pu en partie amortir. Et on est aussi producteur d'énergie pour une grande part. Donc, il y a aussi des solutions techniques. Il faut actionner tous les leviers sur cette question. Voilà, c'est toute la complexité de ce métier. On va passer la parole à monsieur et on va vraiment conclure. On y va. Oui, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Spinuin, je suis éleveur d'angus en troupeau de sélection génétique dans le Maine-et-Loire. J'ai l'impression qu'on n'a pas abordé le sujet de l'efficacité alimentaire. Voilà, on parle des algues, des additifs, mais pourquoi ne commence-t-on pas par sélectionner les animaux qui mangent le moins à quantité de production égale de viande ou de lait? Je pense qu'il faut commencer par ça. Alors peut-être à la fois Benoît, et vous l'avez déjà évoqué également un petit peu. Alors, plusieurs éléments de réponse. Si ça se fait, quand on a sélectionné la production laitière, on a sélectionné en fait, ou le GMQ des animaux, on a sélectionné des animaux plus efficaces qui mangeaient moins par kilo de produit. Donc aujourd'hui, on a une logique qui est un peu inversée. C'est à même niveau de production, est-ce qu'on pourrait sélectionner des animaux qui mangent un peu moins ? Ou qui ne mangent que de la cellulose. C'est ce que je disais, quand on est ruminant, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ambiguïté entre le méthane d'un côté, qui pour moi est un problème un peu surévalué à certains moments, et de l'autre côté, l'aptitude de l'animal à manger de la cellulose. Donc ça, il faut le travailler. Ça passe par le microbiote du rumen et peut-être l'épigénétique. Je crois beaucoup à ces deux voies-là. Et puis, l'autre point, c'est... mais ce qu'il faut faire attention dans l'efficacité alimentaire, c'est comment on l'évalue, quels critères on prend. Parce qu'à la limite, l'animal le plus efficace, c'est la vache laitière en début de lactation, puisqu'elle produit et qu'elle ne mange plus, ou pas beaucoup. Mais ça ne dure qu'un temps, quelque part. Donc il faut vraiment, et donc finalement mesurer l'efficacité alimentaire d'un ruminant sur un cycle de production. Pour faire de la sélection génétique sur des dizaines de milliers d'individus, il faut mesurer des dizaines de milliers de quantités ingérées pendant des lactations entières, ce qui coûte horriblement cher. Donc, c'est une voie. Les généticiens travaillent dessus, à l'INRA, à l'Institut de l'élevage. C'est plus facile chez les monogastriques à cycle de production court. Les volailles et les porcs, ça, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. En ruminant, c'est plus compliqué parce que une des façons aussi d'améliorer l'efficacité alimentaire, si on la mesure par kilo de matière sèche pour 1 kilo de lait,
il faut donner des céréales. Hein. On arrive très vite à cette solution-là. Or, ce n'est pas celle que l'on veut, quoi, hein. Et du coup, c'est bien l'efficacité alimentaire dans un type de régime donné. Et pour les ruminants, c'est sur de l'herbe. Et ce que je disais, pour moi, c'est cette efficacité-là, elle est très importante. Et aujourd'hui, on arrive à faire... on en discutait juste avant la table ronde. Dans notre domaine du pain, et l'Institut a aussi des éleveurs, on arrive à faire du gibet abattu de 24 mois qui n'a pas vu 1 kilo de céréales, qui n'a fait que de l'herbe, des balles rondes en hiver, croissance compensatrice au pâturage. Alors, dans des zones où l'herbe pousse quand même, enfin, après, voilà, faut aussi revoir, faut aussi s'adapter au contexte local. Mais ça veut dire qu'il y a des pistes nouvelles qu'on n'osait pas imaginer il y a quelques années, parce qu'on a de la génétique aujourd'hui à disposition pour le faire. Voilà. Et la génétique, c'est interrace, entre autres. On n'osait pas les imaginer il y a quelques années, mais le monde de l'élevage et notamment des bovins, ça a des siècles et des siècles. Donc oui. J'imagine qu'il y a des siècles et des siècles, on avait déjà des solutions pour apporter... De même que pour l'adaptation au changement climatique, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui sera l'année prochaine probablement, il y a aussi la voie génétique est aussi importante, tout aussi que la voie alimentaire. Hein. Travailler sur de nouvelles légumineuses pour s'adapter au changement climatique, travailler sur des animaux beaucoup plus robustes que ceux que l'on a aujourd'hui, ça peut se faire. Ça se fait dans les laboratoires déjà. Très bien. Benoît, juste un mot pour conclure. Oui, les travaux sur l'efficience alimentaire, on a des fermes où on mesure l'ingestion individuelle. Donc ça, nous, on peut le faire. Vous, en élevage, c'est mission impossible. Il y a ce critère instantané, le rapport consommation-production. Bon, on sait tous le calculer et puis on en fait ce qu'on peut. Mais derrière, il y a aussi les fonctions de santé, de reproduction, de longévité de l'animal qui aujourd'hui sont pas ou mal prises en compte. C'est bien des choses qu'on a en tête, qui sont travaillées, qui sont là aussi probablement pas prêtes instantanément. Mais avoir un animal qui produit autant en consommant 20% de moins, on aimerait bien l'avoir, parce que ça veut dire qu'il émettrait aussi moins de méthane, qu'il consommerait moins de surface, etc., etc. Donc ça fait partie des enjeux de la sélection génétique. On y travaille, mais c'est long et coûteux parce qu'il nous faut ces dispositifs d'ingestion individuelle. Et une vache qui est nourrie, par exemple, à l'auge, avec du maïs en silage et du tourteau, est-ce qu'elle a la même efficience si on la passe au pâturage ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de travailler actuellement et sur lesquelles on n'a pas les réponses aujourd'hui. Merci Benoît. Autre piste en forme de boutade, ça serait peut-être d'aller travailler la génétique pour que l'homme ou l'être humain se mette totalement à l'herbe. C'est aussi une autre possibilité. Là, la compétition va être forte. Bien. Pour conclure également avec vous, Axel Bigot, directeur RSE de Lactalis, par rapport à l'ensemble des discussions qu'on a pu avoir ici même, vous y retrouvez. C'est quoi la prochaine étape là, de votre action, de votre stratégie pour Lactalis? C'est quoi, notamment dans les prochains mois, parce qu'on a quand même à la fois des problématiques économiques, il y a les grandes échéances, réchauffement climatique et autres. C'est quoi un petit peu votre priorité là? Alors on a pris un engagement au niveau du groupe Lactalis, donc on s'est engagé à présenter une trajectoire de réduction carbone alignée avec la SBTI, qui est donc elle-même aussi alignée avec les accords de Paris. Donc on doit présenter une trajectoire qui inclut le scope 1, le scope 2 et le scope 3, donc notre amont. Donc aujourd'hui, nous travaillons donc sur 23 pays avec nos experts internes, mais également avec notre service de la collecte laitière, pour imaginer et recenser les possibilités, les actions de réduction de l'empreinte carbone, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur l'industriel et sur la partie amont laitier. Donc ça, c'est un travail qui va être fait jusqu'à la fin de l'année prochaine pour présenter notre trajectoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système de gouvernance du sujet climat en interne. On a créé un comité qui inclut du coup des représentants de ces 23 pays avec des échanges sur les capacités à répliquer localement dans de nouveaux pays des actions qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays Lactalis. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la force. C'est vraiment le travail, on va dire, en communauté, en interne, mais également en externe, avec des partenaires et à chaque fois dans la filière. Au niveau français, on a lancé Culture Lait, qui est notre charte amont laitier, qui inclut du coup l'outil Cap2ER et qui s'insère complètement dans la démarche France Terre de Lait de l'interprofession. Donc dans chaque pays, on fonctionne avec les filières, que ce soit en France, au Canada, en Australie, au UK, mais également on discute entre nous en interne sur les meilleures solutions qui ont fait leurs preuves. Voilà. Très bien. Sébastien, également juste un petit mot de conclusion. Vous êtes confiant par rapport à l'avenir, ou est-ce que vous sentez que ça devient de plus en plus, la montagne est de plus en plus difficile à grimper? Je
suis assez confiant. Et la montagne n'est pas plus difficile. Il faut s'adapter. Les systèmes d'hier ne seront pas ceux de demain. Je pense que le maître mot, c'est l'adaptation. Utiliser aussi tous les leviers technologiques. Être à l'affût, en fait, des évolutions. Mais de tout ordre. Tant sur la génétique que sur l'efficacité, en fait, l'efficacité du système fourrager. Parce que je vous l'ai dit dès le départ, je suis très attaché en fait à l'équilibre entre élevage et céréales, élevage et production fourragère et céréales. Moi, sur mon exploitation, j'achète des fourrages dans des exploitations en fait céréalières biologiques qui n'arrivent plus en fait à être efficientes. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des systèmes, puisque le consommateur est assez sensible à l'agroécologie, on peut avoir des systèmes qui ne deviennent plus ou peu productifs. Et pour le coup, c'est l'élevage qui vient aussi aider en fait à retrouver cette productivité par des échanges. Et donc je suis confiant dans la capacité de nos professionnels à s'adapter. Et de rebond. Et de rebond. Très bien, merci en tout cas. Loïc Guine, juste un mot, mais court hein, Loïc, hein. Là il faut faire court. Donc c'est un défi là, que je vous demande de réaliser. Super court, une conclusion. Je dirais qu'on a toujours eu des défis dans notre métier à relever. Il y en a un qui est peut-être un peu plus compliqué sur le climat, mais on a les moyens de s'adapter, mais à condition qu'on soit entendu aussi par la puissance publique pour nous aider, parce qu'on ne fera pas tout seul. Et puis je dirais, j'ai un industriel là, je pense que j'entendais les industriels laitiers lundi soir, ils sont tous d'accord de renvoyer de la valeur chez les producteurs, sauf que quand j'ai mis des chiffres sur la table, ils étaient un peu moins bavards. Donc ça, va falloir le prendre en considération quand même. Bon, écoutez, on a des tables ici. Hein, vous pouvez peut-être échanger et poursuivre la conversation tout à l'heure sur ce sujet qui est aussi un sujet, on le dit, hein, ça n'est pas nouveau, de crispation et qu'il va falloir lever tranquillement pour pouvoir... et c'est là l'intérêt aussi d'un salon comme le SPACE, c'est de se rencontrer tous et de permettre d'échanger, de discuter ensemble sur ces sujets. Merci Loïc Guine, donc vice-président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Merci à Benoît Rouillet, ingénieur IDEL. Merci à Sébastien Valteau, président d'Interbeuf Pays de la Loire, ainsi que Axel Bigot. Merci d'être parmi nous aussi, directeur RSE Groupe Lactalis. Et merci à Jean-Louis Perrault également d'être parmi nous, directeur de recherche INRAE. Je vous rappelle que l'espace pour demain a été conçu et animé par le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne avec l'appui de leurs partenaires GIE Élevage de Bretagne, Agritic BDI, les instituts techniques, IDEL, ITAVI et IFIP. Merci à tous, à très vite.